Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je change de place. Je modère sur la session de ce matin qui va parler de la FH Infoservice. Donc, c'est la cellule d'accompagnement qu'on a mis en place depuis 2016. Et avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que vous avez toujours la possibilité d'envoyer des SMS. Donc, je redonne le numéro pour ceux qui n'iraient pas bien. 06 52 14 96 48. Donc n'hésitez pas à envoyer les SMS, on répondra le plus possible à vos questions. Donc aujourd'hui, AFH Infoservice, l'idée c'est qu'on va d'abord vous présenter la cellule d'accompagnement et quelques résultats et quelques statistiques sur les demandes qu'on a. Donc Nicolas se chargera de faire cette présentation. Et ensuite, on reçoit donc Stéphie qui est assistante sociale, qui vous parlera du fameux dossier MDPH, et Pierre Michel, qui est courtier à Solidaire Assurance, c'est ça, et qui répondra à vos questions sur tout ce qui est assurance de prêt. Donc je vous remercie vraiment d'être présents, et je sais que c'est des questions que beaucoup d'entre vous se posent, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Du coup, Nicolas, je te laisse la place pour la présentation d'AFH Infoservice. Merci Émilie. Alors en principe, si je fais ça, ça marche. Oui, très bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour cette session, cette table ronde sur AFH Infoservice. Donc là, c'est ce que je viens de dire Émilie. Donc l'historique sur AFH Infoservice, en tout cas, pas AFH Infoservice, parce que AFH Infoservice, c'est un nom qui a été donné récemment. Mais sur l'accompagnement, la permanence d'accompagnement à l'AFH remonte quand même à très longtemps. Au sein de l'AFH, il y a toujours eu, dans les années 80-90, un accompagnement fait par des assistantes sociales. Et puis, au fil des ans, ce service il a pris fin à la fin des années 2000. Ensuite, le siège a continué à recevoir des demandes par-ci par-là, mais il n'y avait jamais vraiment, ça n'a jamais vraiment été répertorié. Et en tout cas, il n'y avait plus ce suivi d'une référente, d'un professionnel de l'accompagnement. Donc, c'est en 2016 où, avec l'arrivée de Émilie Cotta, où l'AFH s'est positionné sur le sujet de l'accompagnement et de dire qu'il fallait vraiment faire quelque chose, en tout cas répertorier, structurer cet accompagnement, ces demandes, et vraiment mettre en place un service le plus optimum possible. Et puis surtout, le sujet, c'était pour l'AFH de pérenniser ce suivi et de transmettre cette expertise. Et puis, bien sûr, tenir un observatoire, parce que ça aussi, à travers les lignes d'accompagnement, on voit très bien, on a d'autres exemples au niveau de l'Alliance Maladie Rare, au niveau de France Asso Santé, qu'au fil des ans, on construit de la donnée, et ces données-là, ensuite, on s'en sert pour justement du plaidoyer auprès des structures, des autorités, et améliorer l'accompagnement des personnes concernées par une maladie hémorragique constitutionnelle. Et puis, voilà, la Covid arrive, donc il a fallu un petit peu s'organiser, en tout cas notamment sur l'accompagnement, parce qu'il y a eu un grand nombre de demandes qui est arrivé, ce qui est tout à fait normal. Il a fallu que l'AFH se mette en position de pouvoir répondre à ce nombre, à ce flux. La permanence avant post-Covid était 2 après-midi, où Émilie dédiait ce temps-là, répondait au téléphone, répondait aux mails concernant les demandes. Et là, il a fallu s'adapter. Donc, nous avons mis en place une écoute, entre guillemets, 7 sur 7. On a mis en place une adresse mail commune, donc avec accompagnement@afh.asso.fr. Ensuite aussi, on a réfléchi, alors le AFH et Infoservice n'est pas arrivé tout de suite. On était plus un peu la tête dans le guidon au départ.
avant de se relever la tête et de dire, bon, peut-être il faudrait structurer, faire une communication et trouver un nom. Et surtout aussi cette ligne d'accompagnement au fil des ans, donc avec en 2016 l'arrivée d'Émilie, on a bien vu aussi avec la filière Mémo qu'il fallait essayer de structurer cela et de faire cette communication auprès de l'ensemble de la communauté, que ce soit les patients, mais aussi les professionnels de santé dans les centres, pour qu'eux soient aussi un relais de ce service-là que nous mettions à disposition de tous. Donc il y a eu la création de ce flyer qui a été distribué au CRC, donc au Centre de ressources et de compétences. Et puis, c'est bien de mettre en place cette cellule, mais après, il faut gérer le flux des demandes. Donc, il s'est avéré important pour Émilie et moi, et puis d'autres personnes qui s'occupent de cette ligne d'accompagnement, de se réunir au moins une fois par semaine et faire un petit peu le point sur l'ensemble des demandes. Donc, parce qu'on ne peut pas toujours tout répondre à toutes les demandes. Des fois, il y a des demandes très spécifiques. Donc, on relaie vers d'autres structures, notamment vers Santé Info Droit ou des assistants sociaux, ou aussi on a un accord avec une psychologue que si on perçoit des demandes ou s'il y a des demandes ou si on perçoit avec des échanges par rapport aux demandes qui nous reviennent, qui nous arrivent, un besoin d'un soutien ou d'un suivi psychologique, on peut se référer vers cette personne et on propose cela à la personne qui demande et si elle est d'accord, on les met en relation pour qu'il y ait ce lien. Et puis ensuite, à début 2022, on a mis un numéro unique parce que c'était les téléphones portables d'Émilie et moi. Donc on a essayé, pour éviter justement la démultiplication des canaux de communication, on a essayé de structurer un petit peu cela. Donc, excusez-moi, c'était après la danse de hier soir, c'est difficile ce matin. Donc, voici un petit peu les demandes. 813 demandes depuis juillet 2016, donc 102 en lien avec le Covid. Voici le décompte sur donc 2016, avec, vous voyez, l'ordre croissant, avec un pic dans l'année 2020. Et puis en 2021, c'est redescendu un petit peu à son niveau, même un peu en deçà des années précédentes. Je pense que le post-Covid, excusez-moi, a fait un effet. Ensuite, par rapport aux pathologies donc, des personnes concernées qui font des demandes à la ligne InfoService, donc la grande majorité, c'est bien sûr l'hémophilie, mais on voit aussi qu'il y a quand même une part importante des autres pathologies, donc la maladie Willebrand, les pathologies plaquettaires, les déficits rares, et puis des personnes qui sont aussi en cours de diagnostic, où ils n'ont pas encore la réponse, ou d'autres pathologies, ou des personnes dont nous n'avons pas l'information sur ce sujet. Sur les demandes, la grande majorité, c'est les voyages. Ensuite, c'est concernant les emprunts, les demandes d'emprunt et notamment les assurances pour emprunter un prêt. Et puis, sur les demandes donc, des maisons départementales pour le handicap, MDPH. Donc, il y aura un sujet spécifique sur ces deux sujets, deux présentations spécifiques sur ces deux derniers sujets, parce que c'est vraiment la majorité des demandes, et c'est là où je pense qu'aussi, nous, c'est difficile d'arriver à donner une réponse, parce que c'est du cas par cas, parce que c'est dépendant des structures, au niveau en tout cas des dossiers MDPH, des structures locales, départementales, et des personnes qui sont derrière, qui traitent ces dossiers-là. Et ça, c'est un peu difficile pour nous de vous donner la bonne consigne, malgré les structures qui sont proposées, et surtout de prédire les réponses. Ça, et on voit qu'il y a eu, je ne sais pas s'il faut appeler ça une dégradation, mais en tout cas, il y a une évolution des réponses de ces maisons départementales par rapport aux dossiers qu'ils reçoivent ces 5-10 dernières années. Donc voilà, là, c'est difficile de lire, mais c'est beaucoup plus facile là pour moi. Donc, la grande
bien sûr, la grosse thématique qui est arrivée dernièrement, ben, c'est en liaison avec la Covid. Mais après ça, c'est, voilà, comme vous voyez, c'est les voyages, l'assurance, accès au droit aussi. Donc là, sur l'accès au droit, des fois, on essaye de répondre. On a aussi une ressource qui est dédiée par rapport au accès aux soins ou lorsqu'il y a une constatation d'une dégradation d'une prise en charge médicale avec donc Martine Seigné-Bourgeois qui s'occupe de ces cas particuliers, qui mène un travail d'investigatrice sur ce qui s'est passé et ensuite qui débouche ou pas, selon le désir de la personne qui vient nous solliciter, d'un courrier auprès des autorités locales, c'est-à-dire l'ARS ou le centre hospitalier, le service qui a pris en charge les personnes. Donc, mais ça, c'est en accord, bien sûr, avec les personnes qui nous sollicitent. Et puis après, voilà, indemnisation au niveau VIH, donc avec l'ONIAM. Donc, on essaye aussi d'appuyer les dossiers. Pour certains dossiers, c'est toujours un peu complexe au sein de l'ONIAM. Donc, on essaie de diriger ou de conseiller vers des conseils spécialisés dans ces demandes. Et donc, voilà, là, vous avez le poster ou l'affiche qui a été distribuée à l'ensemble des CRC. Vous avez l'adresse mail avec le numéro de téléphone unique qui n'est pas sur le flyer, mais comme sans doute à jour 2022 ou 2023. Donc voilà, donc en tout cas, c'est un service que nous mettons à disposition de tous les centres, de toutes les personnes, de tous les comités. Aussi, ce que je veux dire, c'est que lorsque nous avons des demandes, on réfère aussi au comité local pour un accompagnement au plus proche, parce qu'il n'est pas possible d'avoir un accompagnement, on va dire, physique au plus près des personnes, mais c'est justement avec la communication avec les comités sur des cas, on va dire, un peu spécifiques qui demandent cette attention particulière, cet accompagnement, parce qu'il y a des situations qui sont assez délicates pour certains, que là, il y a un vrai relais, une communication, une coordination avec les comités. Soit la demande vient du comité vers nous, on essaye de réfléchir à comment mettre en place un accompagnement, un soutien, que ce soit voilà, avec une assistance sociale, avec psychologique, voilà, on a eu affaire à cela, ou que ce soit la demande qui vient vers nous et qu'on voit que en fait, ben, ça mérite un accompagnement personnel, une rencontre personnelle selon la situation, et donc on met en relation avec les comités selon les sujets. Je crois que j'ai fini, je vais laisser la place à... c'est le sujet MDPH, c'est ça? Oui, mais je pense qu'avant, je voulais juste faire une petite remarque, parce que tu as parlé de Martine Seigné-Bourgeois, oui, qui est une bénévole qui est très impliquée dans la cellule d'accompagnement et dans AFH Info Service. Elle était là hier, elle n'est pas là en présentiel aujourd'hui, mais je pense qu'elle est là en direct avec nous en live. Donc je profite pour la remercier pour son engagement et le temps qu'elle donne à l'AFH pour toutes ces questions-là. Son expertise sur les dossiers d'urgence comme ça est très importante et très enrichissante pour l'AFH. Donc merci Martine, si tu es derrière ton écran. Tout à fait. Voilà. Avant, peut-être, s'il y a des questions, on peut peut-être en prendre maintenant avant de passer à la partie MDPH. Et juste une petite remarque avant, vous verrez que les sujets qui ont été choisis pour le congrès, hier vous aviez un atelier sur les voyages, aujourd'hui on a 2 personnes qui vont parler du dossier MDPH et de l'assurance pour les prêts immobiliers. Ces sujets n'ont pas été choisis par hasard, vous avez pu voir que c'est les 3 thématiques qu'on retrouve régulièrement. Merci Émilie. Moi, je serais intéressé à avoir les coordonnées de cette personne que vous citiez et qui est peut-être en direct. Donc, qu'elle se mette en rapport avec les présidents de région, parce que tous ne sont pas informés. Donc, moi, là, j'apprends juste le nom de cette personne et de ce qu'elle fait au sein de l'association. Donc, nous, au niveau de la commission senior, je pense qu'on a pas mal à
Mais donc justement, le point central, en tout cas, c'est la ligne d'accompagnement. Et ensuite, alors c'est pas la seule, hein, il y a d'autres personnes qui sont impliquées au niveau bénévolat sur la ligne d'accompagnement. Mais le point d'entrée, c'est la ligne d'accompagnement. Ça a été informé, il y a eu des cas présentés au niveau du conseil d'administration sur le travail que cette personne fait et que la ligne d'accompagnement fait. Mais le point d'entrée, c'est l'accompagnement. Il y avait eu des cas notamment en Île-de-France qui avaient été communiqués, mais ça remonte à quelques années, je te confirme. Bonjour, Gaëtan Duport. La première demande d'accompagnement sur la ligne, c'est Covid. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut avoir des détails un peu sur la ligne Covid? Alors, sur la ligne Covid, lorsqu'il y a eu l'impact de la Covid, c'était beaucoup sur la prise en charge au niveau des urgences. Donc, c'est pour ça qu'il y avait eu une réponse avec des webinaires sur ce sujet-là. Ensuite, il y a eu beaucoup sur est-ce que je suis à risque ou pas au tout début. Ça, c'était une grande majorité. Donc, il a fallu réassurer. Il a fallu se référer notamment à tous les communiqués qui ont été faits communs entre l'AFH et MEMO. Donc, on s'est appuyé sur toute cette communication-là. Sur les différentes aussi informations que le Haut Conseil Santé publique avait publiées à l'époque, si vous vous rappelez. Donc voilà, on faisait cet accompagnement-là parce que beaucoup de personnes concernées par la maladie du Lyme, par une pathologie plaquettaire, se demandaient si elle était à risque, pas à risque, pour son enfant, pour elle-même. Puis ensuite, il y a eu sur la vaccination, voilà, les risques. Donc ça aussi, c'est une grande majorité de questions. Honnêtement, sur le Covid, il n'y a pas eu de souci, entre guillemets, de difficulté de prise en charge. Il n'y a pas eu de remontée parce que l'organisation qui s'est mise en place avec la filière MEMO et l'AFH, notamment sur la communication qui a été faite, commune, a pu rassurer ou en tout cas a pu apporter de l'information suffisante, compréhensible à ces personnes pour avoir des réponses à leurs questions. Donc, c'est la grande majorité. On n'a pas, nous, noté de difficultés de prise en charge, de situations catastrophiques. C'était vraiment pour l'information, rassurer, de savoir, et aussi d'avoir une information fiable. Parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Je pense que voilà, on se rappelle de toutes les informations qui sont arrivées à droite, à gauche, par des professionnels de santé, par différents endroits. Et c'est vrai que je pense que les gens avaient besoin d'une source fiable. Et c'est dans ce sens-là que nous avons répondu aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais juste repréciser par rapport aux produits aussi, pour avoir ces produits pendant plus qu'un mois. Oui, alors il y a eu une organisation, une possibilité. Alors, le gouvernement, du jour au lendemain, a fait des propositions, a mis à disposition des médicaments qui étaient uniquement au niveau des pharmacies hospitalières, une possibilité de les retirer en pharmacie d'officine au plus proche de chez soi. Ensuite, il y a eu un plaidoyer pour que, vous savez, en principe, c'est 30 jours ou un mois d'utilisation de produits. Donc, un plaidoyer pour avoir une délivrance au-delà de 30 jours, pour au moins 2 mois minimum, qui a été effectuée sur certains endroits, mais qui est très dépendante caisse primaire locale. Donc, chaque CEPAM autorise ou n'autorise pas ce type de dérogation, ou en tout cas au-delà des 30 jours. Et donc, ça s'est fait de cette façon-là, mais c'était le cas par cas. Et on référait, bien sûr, aux pharmacies d'hôpitaux de la personne où dépendait la demande, où venait la demande. Mais ça s'est fait de cette façon-là. Et puis après, il n'y a pas eu un service à domicile qui s'est mis en place sur ce sujet. Et très rarement, il y a eu un service qui s'est mis sur certains endroits, notamment sur Strasbourg, en Alsace. Il y a eu un service qui a été mis entre la pharmacie hospitalière et l'officine pour que le patient puisse récupérer ses médicaments au plus proche et ne soit pas forcé d'aller à l'hôpital sur cette région-là, parce qu'elle a été impactée assez fortement par la Covid.
S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la présentation de Stéphie. Merci Nicolas. Sur le fameux dossier MDPH et toutes les questions qu'on peut avoir autour. Pour information, Stéphie, tu n'as pas commencé. J'ai déjà une question par SMS, mais on verra après. Alors bonjour à tous. Alors moi je vais me lever parce que je ne sais pas faire une présentation assise. Puis on me donne une scène, alors autant en profiter. Donc je suis Stéphie Kell, je suis assistante sociale dans le champ du handicap depuis 11 ans, principalement auprès de personnes qui ont un handicap moteur, mais aussi précisément sur des maladies rares neurologiques. Donc le secteur de la maladie rare, je connais, même si ce n'est pas votre maladie que je maîtrise. En tout cas, la question de la maladie rare me parle. Et aujourd'hui, je vais coller au thème de ce week-end, c'est-à-dire de comment accompagner la transformation. Je sors d'un colloque sur les transformations du social et la question des frontières. Et ce que je voulais vous faire part aujourd'hui, c'est une explication de qu'est-ce qui se passe dans les MDPH, qu'est-ce qui se passe sur la politique sociale handicap en France. Et pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, on va faire un petit retour en arrière sur l'histoire du handicap en France depuis le début, donc depuis un petit moment. Alors très rapidement, c'est juste pour que vous vous rendiez compte que le handicap, on en parle quand même depuis des siècles et que finalement, on en est à parler d'inclusion et de politique sociale du handicap que depuis les années 2000. Alors depuis 1975 en France, mais on a commencé à avoir vraiment un virage dans les années 2000. La première fois qu'on entend parler du mot handicap, c'est en 1790. Il y a un petit souci d'animation, donc je vais tout balancer. Hop. Et voilà. Donc on en parle en 1770 avec le devoir d'assistance. C'est la première fois que dans un écrit, on parle d'assister une personne qui est en situation de difficulté. Il n'y a pas encore le terme précisément handicap qui est noté. Et à partir de ce moment-là, va commencer l'arrivée de la politique sociale handicap, en tout cas la politique sociale de la prise en charge des personnes fragilisées, grâce au système de Bismarck. Donc von Bismarck, c'est un monsieur allemand qui a pensé notre système de soins aujourd'hui. Enfin aujourd'hui avec des grosses modifications quand même depuis, et il est en parallèle avec monsieur Beveridge, donc le système beveridgien, qui est celui d'Angleterre. Donc ça c'est vraiment tout au début. Je vais avancer un peu vite pour pas vous saouler avec ça. Mais du coup, von Bismarck, pour lui, il va commencer à penser la protection des salariés qui se retrouvent en incapacité de travailler, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur force de travail, ce qui fait qu'ils ont une place dans la société. Donc on va commencer par ça, et arrivé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc entre les deux guerres, on commence à penser au système de sécurité sociale, et elle arrive en 1945. Donc ça commence à faire, ça fait 75 ans que la sécurité sociale existe, et aujourd'hui elle s'effondre parce que ce système il ne fonctionne plus dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'évolutions, la solidarité est moins présente, les inégalités se creusent de plus en plus, ce qui fait que ce système ne fonctionne plus, et c'est ce qui va expliquer pourquoi aujourd'hui vous avez autant de difficultés à obtenir des droits auprès de l'MDPH. En tout cas, vous pouvez voir un basculement dans vos droits pour ceux qui connaissent l'MDPH depuis longtemps. Donc le début de la politique sociale dédiée au handicap, c'est 1967, où on aborde le handicap par rapport à sa cause, donc par rapport à la maladie au niveau médical. En 1975, on a la première loi qui va concerner le handicap, qui va fixer un cadre juridique avec 4 points. Je me suis trompée de numéro. Prévention, dépistage, obligations éducatives, accès aux institutions ouvertes à tous et maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie. C'est la création de la fameuse Cotorep qui n'existe plus depuis 2005. En 1987, on impose aux entreprises 6% de personnes en situation de handicap dans leur entreprise. C'est la première notion d'inclusion professionnelle, première notion d'inclusion d'ailleurs tout court. Et dans les années 2000, on arrive à un certain virage. Tout à l'heure, je n'ai pas précisé dans la slide qui parle de M. von Bismarck, au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, on est dans un état qu'on appelle l'état-providence. C'est-à-dire que s'il nous arrive quelque chose, l'État vient combler la perte. C'est l'État qui vient à nous, qui vient vers la personne pour l'aider. Aujourd'hui, il y a vraiment eu un virage, on est dans une toute autre dynamique. On sort de la cause et on va plutôt aller sur la conséquence du handicap.
Donc vers les années 2000, on a commencé à penser le handicap avec des classifications qui vont évoluer jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est plus la cause, on va aller sur la conséquence, on va parler de déficience. Donc on vient vers des années, on va aller de plus en plus vers l'inclusion, vers le fait que la personne en situation de handicap va être incluse dans la société. Ce n'est plus à la personne en situation de handicap c'est plus elle de s'adapter à la société, c'est à la société de s'adapter à elle. Ce qui va changer radicalement notre façon de voir les choses. L'OMS va revoir également sa classification en 2001 avec, ils vont nommer 8 déficiences. Je suis belge, hein, donc le 8, je ne peux pas le changer. C'est la société qui est donc responsable de l'adaptation et l'effort se partage entre la personne en situation de handicap dans son milieu et la société, vers une réponse à des besoins spécifiques. Donc là, on est dans les années 2000, on est en plein changement, on est en train de se rendre compte que la société doit changer de façon d'approche. Le handicap est un problème d'organisation sociale. C'est vraiment c'est à ce moment-là qu'on sent toute cette bascule et un peu un engouement vers ce changement. Et donc là, on arrive à la dernière loi de 2005 que vous connaissez sur l'égalité des droits et des chances. Donc, on va favoriser la compensation, l'accessibilité. Je vais tout avancer parce que j'ai des soucis de présentation. Donc, cette loi, elle a 5 objectifs: compensation, scolarité, emploi, un guichet unique et tout ça pour aller vers une réponse à tous, enfants et adultes. Et c'est là où je m'arrête une petite seconde, c'est qu'en fait, ce changement de loi, il va modifier complètement la façon de distribuer les ressources aux personnes en situation de handicap, donc de distribuer les droits. On va essayer de répondre à un besoin qui part des conséquences du handicap. Donc en fait, ils vont prendre la personne en situation de handicap, imaginons un enfant de 10 ans, ou peut-être on va prendre un enfant encore plus jeune, on va prendre un enfant de 5 ans. Ils vont dire un enfant de 5 ans, ça a tel besoin. Cet enfant de 5 ans avec son handicap, il a tel besoin. Et eux, ils vont venir donner la part qui est entre l'enfant de 5 ans qui a des besoins parce que c'est un enfant de 5 ans et l'enfant de 5 ans en situation de handicap. Ils vont vraiment venir compenser cette partie-là. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'MDPH, c'est de se dire on vient combler ce qui ne permet pas à la personne en situation de handicap d'avoir une place dans la société, entre guillemets, normale par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas de maladie ou de handicap. Donc à ce moment-là, vu qu'ils vont avoir des gros moyens, qu'il y a des budgets qui vont se débloquer, qu'ils vont devoir lancer cette loi qui est quand même hyper importante et très forte, hein, c'est une loi qui va vraiment modifier la façon dont on va accompagner les personnes en situation de handicap, les sous vont tomber très facilement. Donc ça va vraiment y aller. En plus de ça, les personnes qui sont recrutées sur ce genre de poste, elles ne sont pas spécialement formées, c'est un peu tombé comme ça. Donc il n'y a pas eu longtemps de formation, de sensibilisation. Donc elles vont y aller avec ce qu'elles connaissent. Et c'est comme ça que de 2005 à 2010, 2012, la MDPH est plutôt généreuse dans les droits qu'elle donne. Et plutôt dans une dynamique où ça se passe bien. Et de 2012 à 2017, ils commencent à réfléchir à finalement, il faudrait peut-être qu'on revoie notre façon de fonctionner parce qu'on a quand même l'impression qu'on donne beaucoup. C'est dans ces moments-là où ils vont réfléchir au nouveau dossier MDPH que vous avez peut-être vu depuis 2019, il est obligatoire. C'est ce fameux dossier de 22 pages avec un certificat médical de 8 pages également pour les médecins. Donc cette modification vient vraiment modifier aussi la façon dont on traite les dossiers. Aujourd'hui, ce qui a vraiment changé, c'est qu'on n'est plus dans un état-providence, on est dans un état qui se dit état social actif. Qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'au départ, von Bismarck, il pensait aider les personnes en situation de fragilité, qui perdaient leur force et leur place dans la société. Donc, on était dans la loi de 75 vers le fait qu'on va accompagner les personnes en situation de handicap à s'inclure dans la société, on va les aider. Aujourd'hui, on a changé ce mode de fonctionnement, c'est à la personne à aller chercher de l'aide. Et ça change tout. Parce que si aujourd'hui, vous passez votre délai de votre dossier, c'est votre faute. La MDPH, ils ne vont pas se dire « Ah bah tiens, mince, c'est vrai, ils auraient dû y penser. »
Voilà, on est dans un fonctionnement, mais à tous les niveaux. Hein. Au niveau de la sécurité sociale, vous pouvez rencontrer ça aussi. Si vous n'allez pas chercher l'aide, elle ne va pas venir à vous toute seule. Et vous avez pu, j'imagine, le constater à plein de niveaux. Et ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. C'est qu'aujourd'hui, depuis, je dirais presque 10 ans, on n'est plus sur un état-providence qui va à la rencontre des personnes qui ont un besoin. On attend que la personne qui a un besoin vienne nous dire « j'ai besoin de ça ». Et après, on voit si on peut lui donner ou pas ce besoin-là. Donc les MDPH, elles sont impactées par ce changement de modification de politique, de se dire, en fait, si vous voulez, il faut venir chercher. Et si vous ne réclamez pas, ils ne vous donnent pas. Donc pour avoir un recours, vous n'êtes pas satisfait. Si vous ne faites pas la démarche d'aller faire un recours, ce n'est pas eux qui vont vous dire, vous avez droit à faire un recours. Donc ça, c'est vraiment important pour que vous preniez conscience que quand vous envoyez un dossier à la MDPH, ils n'étudient pas en se disant, tiens, de quoi cette personne aurait besoin, et en lisant le dossier, tiens, elle n'a pas fait cette demande, mais on pourrait quand même lui proposer ça. Non, c'est vraiment à vous de faire part à l'MDPH de ce que vous avez besoin. Si vous demandez qu'une allocation adulte handicapé, l'MDPH, ils vont vous donner une allocation adulte handicapé. Ils ne vont pas se dire, tiens, elle aurait besoin d'un accompagnement par SAVS ou autre. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête quand on fait un dossier. Alors aujourd'hui, dans cet état, donc il y a cette question-là, et ensuite il y a la question du budget. Il n'y a plus autant de sous qu'avant, la solidarité elle a quand même vachement diminué, en tout cas la répartition des richesses du pays a un peu évolué, donc ce qui fait qu'il y a moins de sous. Ils ont été très généreux au début de 2005, donc maintenant ils se rendent compte qu'il faut un peu lever le pied. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du baromètre des MDPH mis en place par Sophie Cluzel. C'est un peu les avis Google de l'MDPH. C'est-à-dire qu'en fait, le baromètre, vous allez sur le site baromètre MDPH, vous tapez votre département et vous vous rendez compte si votre MDPH, elle est bien ou pas. Ça vous fait une belle jambe parce que de toute façon, vous ne pouvez pas en changer. Vous ne pouvez pas aller à la MDPH d'à côté. Donc, vous n'avez pas le choix de vous dire, bon, la mienne, elle est nulle. C'est comme ça. Soit de vous déménager de département, soit de vous faites avec. Ce qui se passe, c'est que ce baromètre, il quantifie la réponse de la MDPH. Donc, d'après la loi, elle doit répondre dans les 4 mois. Je ne sais pas si la MDPH répond en 4 mois à vos dossiers, ça m'étonnerait, j'en ai jamais vu. On est plutôt sur un délai d'1 an, 1 an et demi. Donc, ils doivent répondre dans les 4 mois. Ils doivent donner des droits définitifs, parce que c'est ce que Sophie Cluzel a mis en place, c'est-à-dire d'arrêter de faire des dossiers tous les 5 ans. Et ils sont notés sur la satisfaction des personnes qui déposent un dossier MDPH. Donc là, on se retrouve avec des MDPH qui se disent « Ouh là là, on va être noté sur notre réponse, il faut qu'on réponde vite ». Ils répondent plus vite, mais ils répondent à côté de la plaque complètement. Parce que quand l'impliquant, le droit est trop important à donner, par exemple une AH à vie, ils se prennent à 2 fois avant de la donner. Donc ils préfèrent ne pas la donner. Et dans le doute, la personne, elle ne va rien dire. Elle va juste dire « Oh, j'ai pas droit ». Ce qui arrive très souvent, c'est qu'on se dise « En fait, j'ai fait la demande, ils ne m'ont pas donné. Bon, ok ». Alors qu'on avait vraiment droit à cet AH. Donc aujourd'hui, les MDPH, elles sont soumises à cette évaluation continue. Et elle existe depuis 2019, ce baromètre. Et moi, depuis 2019, dans le cadre de la permanence sociale des associations de maladies rares auprès duquel j'interviens, à chaque permanence sociale de mercredi, j'ai quelqu'un qui m'appelle en me disant ils m'ont enlevé tous mes droits de maladies neurologiques évolutives, avec des enfants qui seront malades toute leur vie. Il y a des enfants qui ont été soignés par la MDPH, par un dossier, ils ont complètement enlevé les droits. Et ça, j'ai mis 1 an de dire, mais tiens, c'est quand même bizarre, comment ça se fait qu'ils ne donnent plus de droits, qu'ils diminuent les droits, qu'ils diminuent le taux d'incapacité, alors que c'est des maladies qui ne sont pas amenées à guérir. C'est quand même interrogeant. Et quand j'ai vu ce site de baromètre, je me dis, c'est ça, il faut répondre vite, et ils n'ont pas le temps. Donc ça, il y a vraiment cette question de budget là, il faut prendre du coup en considération ça, parce que les dossiers que vous allez envoyer, il ne faut pas que ce soit des dossiers de 35 pages, il faut que ça soit concis, clair, il faut que vous alliez à l'essentiel, quoi. Quitte à leur mettre des tirets en disant je veux ça, en lien avec ce document médical, et dans le document médical, vous voulez qu'ils lisent juste un paragraphe, vous le mettez en fluo. C'est des êtres humains qui lisent encore vos dossiers, donc vous avez la possibilité de leur parler via le dossier MDPH. Donc ça, c'est vraiment important de prendre en considération ça. Est-ce que je suis encore bonne en timing? Je peux continuer ou il faut que je me speed un peu plus? C'est bon? Parce que je peux parler pendant longtemps. Arrivent en même temps de ce contexte de nouvelles questions d'inégalité
ou d'égalité, c'est-à-dire l'inégalité du numérique. On est dans un mouvement où il y a certains départements qui ne font plus que des demandes numériques. Donc là, il faut maîtriser l'outil informatique. Bonjour les inégalités pour les personnes qui ne sont pas douées avec un ordinateur. Donc arrivent également demain de nouvelles inégalités. Aujourd'hui, le système social, les politiques sociales d'aujourd'hui font qu'en fait, on devient tous responsables de nos propres droits et de notre propre situation. Donc c'est vraiment à nous d'être vigilants avec nos droits, avec les dates, avec tout ça, et à bien être sûr de ce qu'on peut demander ou pas à la MDPH. Donc prendre conscience de ce fonctionnement, c'est prendre conscience des conséquences qu'ont les politiques sociales sur vous, sur les personnes concernées par un handicap. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, quand on prend conscience de ce qui se passe au moment où on envoie un dossier à la MDPH, on le fait de façon un peu différente. On regarde notre dossier avec une façon un peu plus attentive. Donc à la MDPH, vu que vous avez des maladies rares, vous allez avoir un seul médecin qui va recevoir tous les dossiers, et ce médecin, il a beau être super sympa, il ne connaît pas toutes les maladies de tous les Français, toutes les maladies rares, il sait ce que c'est une sclérose en plaques, il sait ce que c'est un autisme, mais une maladie Charcot peut-être, mais quand il va avoir des noms comme ataxie de Friedreich chez l'association dont je fais partie, il va se dire non mais c'est quoi cette affaire? Et quand il va lire votre dossier, il ne sait pas à quoi ça ressemble votre quotidien. Donc il faut faire comprendre à la MDPH c'est quoi votre quotidien, c'est quoi qui rend vos journées plus difficiles que quelqu'un qui n'aurait pas cette maladie. Comment ça l'impacte à tous les niveaux. Et c'est là où il faut que vous fassiez votre dossier pour se dire, la personne qui va lire mon dossier, elle ne me connaît pas, elle a 1000 dossiers à traiter, c'est hyper chronophage, donc il faut savoir qu'il y a un turnover des professionnels qui traitent les dossiers parce que c'est vraiment lourd, et il faut qu'elle comprenne en 10 minutes ce que je vis dans le quotidien. Donc ça vous donne des éléments pour monter votre dossier en vous disant, attends, il faut que je parle à quelqu'un qui ne sait absolument pas mon quotidien et je dois la convaincre que j'ai des besoins. Donc ça, c'est comme ça que vous montez vos dossiers. Ensuite, les personnes qui vont étudier votre dossier, elles vont vous faire des propositions sans vous rencontrer. Parfois, si vous cochez la petite case de procédure simplifiée, on ne vous envoie même pas votre projet de proposition de plan pour vous dire on va vous proposer ça, ça, ça. Vos dossiers passent direct en commission, et en commission, sur certains départements, c'est 3 minutes d'étude de dossier. Donc en 3 minutes, ça passe. Donc autant vous dire que quand le président de la CDA, il sait pas c'est quoi votre pathologie et qu'ils ont 1000 dossiers à passer, ils vont valider ce que l'équipe pluridisciplinaire a mis dessus, et si ça ne vous convient pas, il faudra faire un recours. Mais ça va hyper vite, et ça, il faut comprendre que le médecin, il ne peut pas faire autrement. Mais comme les pros qui vont étudier vos dossiers, ils ne sont pas formés, ils ne connaissent pas toutes les maladies. Donc, je vous invite vraiment à prendre ce temps avec ce dossier. D'ailleurs, sera mis sur le site, j'ai une vidéo sur YouTube avec mon nom, mon prénom, qui s'appelle le dossier MDPH. Il y a 2 vidéos, une avec l'association Deux Bras sur les enfants qui ont des pathologies liées à la peau, et une sur l'ataxie de Friedreich, donc avec la FAF, qui dure 2 heures. Mais l'ataxie de Friedreich, vu que c'est une maladie rare, ça vous sera peut-être plus utile, où j'épluche chaque page du dossier une à une pour vous dire ce que vous devez cocher, ce que vous devez noter, etc. Donc ça, c'est vraiment important de prendre ce temps-là. Votre dossier MDPH, mieux il est fait, plus il y a de chances que vous ayez vos droits derrière, mais maintenant, vous savez que l'MDPH va diminuer les droits qu'ils vont donner, parce qu'ils ne peuvent plus te donner droit à vie. S'ils les donnent à vie, il faut vraiment que ce soit réfléchi. Si la maladie est évolutive, positivement ou négativement, ils ne donneront pas de droit à vie. Et surtout, il manque de temps, il manque de moyens, il y a moins de sous. Et en plus, ils doivent aller plus vite. Donc comme ça, vous avez peut-être des explications de pourquoi vos dossiers ne passent pas. C'est important de remettre en contexte, vu qu'on est sur la transformation aujourd'hui, de comprendre ça. Je termine avec juste une petite explication qui pourrait vous éclairer. Quand on ouvre un droit à l'MDPH, il faut savoir ce qu'on peut demander. Ici, vous avez le schéma qui permet à l'MDPH de définir si vous avez droit à la prestation de compensation du handicap. Donc, à partir du moment où vous avez une difficulté absolue ou 2 difficultés graves sur les 19 activités que je vais vous donner juste après, l'MDPH peut ou non vous donner quelque chose. Donc, vous devez vous baser là-dessus, sur ces activités, sur ces 19 activités, pour débloquer un droit. Donc, vous devez expliquer à l'MDPH. Par exemple, donc on est sur le cas des 19 activités. Donc, vous voyez, il y a un degré d'activité, donc difficulté absolue, difficulté grave. C'est là-dessus qu'ils vont pouvoir vous donner
vous donner des droits. Donc une activité qui est réalisée difficilement de façon altérée par rapport à une activité habituelle ou absolue, une difficulté qui ne peut pas du tout être réalisée par la personne. Donc quand vous devez justifier quelque chose, vous devez trouver dans les 19 activités qui arrivent derrière moi, je passe ça. Vous devez trouver dans ces... Alors ça, c'est les 5 activités principales. Vous devez trouver dans ces activités, donc parler, entendre, voir, utiliser un appareil, se laver, assurer son élimination, faire ses transferts, marcher. Par exemple, si vous arrivez à trouver des difficultés à marcher, à vous déplacer ou à avoir l'appréhension de votre main dominante, c'est là-dessus qu'il faut aller pour qu'il vous donne des droits. Il faut aller sur une de ces activités-là. Donc ça se trouve dans le guide de l'éligibilité de la PCH qu'on trouve sur le site de la CNSA. Donc, une fois que vous avez cette liste de 19 activités, vous regardez celles sur lesquelles vous êtes en difficulté, vous prenez votre pire journée du mois, la journée où vraiment vous n'êtes vraiment pas bien, et vous vous basez là-dessus. Ne recevez pas la MDPH en étant sur votre meilleur jour. Parce que j'ai déjà vu le cas d'une personne qui me dit « J'ai eu mon entretien, je m'étais fait tout beau, j'avais eu ma toilette, je m'étais mis en costard, mais ils m'ont rien donné. » Bah ouais, c'était pas une bonne idée. Recevez-le en pyjama, ne faites pas votre ménage, laissez les jouets des gosses partout, et peut-être qu'ils vous diront « Oui, c'est difficile le quotidien. » C'est le détail qui est un peu flou du coup de toutes les activités, mais je vais le passer. Donc ce qu'il faut retenir... Oh ben dis donc, il n'y a aucune phrase, c'est pas très grave, je vais improviser. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'allez pas chercher vos droits, c'est pas l'NDPH qui va venir le trouver pour vous. Si vous ne leur dites pas clairement ce dont vous avez besoin, ils ne le trouveront pas à votre place non plus. N'oubliez pas qu'ils ne connaissent pas votre maladie, donc vous devez leur expliquer simplement ce que c'est. Généralement, vous avez des petits fascicules qui expliquent un peu votre maladie ou des récaps. Vous pouvez également aller chercher les fiches sur le site Orphanet, qui est le site officiel que vous pouvez joindre au médecin. Ça lui évitera de chercher. Il ne cherche pas. Ah oui, détail, le médecin de la MDPH, si c'est pas c'est quoi votre pathologie, il ne va pas faire de la recherche, il n'a pas le temps. Donc vous devez lui amener les réponses. Donc si vous voulez qu'il comprenne votre pathologie, hop, la petite fiche Orphanet, c'est plutôt pas mal. Comprendre qu'on va vers l'effondrement de notre système de santé, ça vous l'avez pu le constater avec la fermeture des hôpitaux, des unités, mais on va aussi vers un effondrement de notre système social. On va avoir de moins en moins et on va falloir de plus en plus se battre pour avoir nos droits. C'était déjà un peu le cas, mais ça va l'être de plus en plus chaque jour. Donc voilà, il faut vraiment avoir en conscience ça, et puis avoir conscience qu'à l'MDPH, ils traitent des milliers de dossiers et que vous en êtes un parmi plein d'autres et qui ne connaissent pas les maladies rares. Donc voilà, il faut communiquer avec l'MDPH en vous disant « Tiens, je vais parler à quelqu'un qui n'a rien compris, qui n'a pas toutes les frites dans le même cornet, comme on dit chez moi, et on va essayer de lui faire comprendre avec des mots très simples ce qui m'arrive quotidiennement dans ma pire journée du mois. » Voilà. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, pas individuel, parce que je ne vais pas pouvoir répondre à vos situations individuelles, mais plutôt globales. Alors, merci beaucoup, Stéphie. De rien. C'est très clair. Et avant de passer aux questions en salle, parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal, je vais me permettre, j'ai quelques questions par SMS. C'est une qui est arrivée, en fait, elle a été très rapide, la question par SMS, elle est arrivée au début de la session. Donc merci pour ce congrès, mais de rien, c'est avec plaisir. Plusieurs questions en vrac pour la MDPH. Donc, si on a une RQTH, est-ce que c'est obligatoire d'en parler lors de son embauche à l'employeur? Donc, on est après le dossier. Ouais. Et ensuite, si on rencontre des difficultés d'insertion professionnelle, est-ce que la RQTH peut aider? Oui. Non et oui. Merci. Question suivante. Non, la RQTH, vous n'avez pas l'obligation d'en parler. Cependant, votre employeur, s'il a 6% de personnes en situation de handicap dans sa boîte, il ne paye pas, il ne reverse pas un dividende à la GFIP. Donc du coup, lui, ça l'arrange bien. Donc c'est plutôt en votre faveur les RQTH qu'en votre défaveur. D'ailleurs, c'est toujours mieux de parler de sa pathologie pour désensibiliser les personnes au handicap. C'est déjà une action de se dire, bon, en fait, t'inquiète, j'ai une RQTH, mais en fait, j'ai ça se passera comme ci, comme ça, et je peux prendre un temps avec mes collègues pour leur dire en réunion ce qui m'arrive, sur quoi faire attention, et ça met tout de suite les choses à plat, et puis comme ça, hop, on n'en parle plus et c'est plié. Donc après, bon, dans un environnement bienveillant de travail, si vous faites ça et que vous vous rendez compte que l'accueil n'est pas bienveillant, barrez-vous, n'y restez pas. Donc la RQTH, elle est plutôt favorable. Après, vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais si jamais un jour vous avez un souci sur votre travail, les assurances elles vont se dire tiens, on nous avait caché une petite pathologie. Voilà, donc vous connaissez les assurances, ça peut être compliqué, n'est-ce pas? Vous laisserez mon collègue à revenir après sur le sujet. Voilà. D'autres questions? Non, c'est bon?
En public, oui. Bonjour Gaëtan Bonjour. Duport. Question très simple, est-ce que vous pouvez nous expliquer, mais très rapidement, différence AEH, PCH, AH, et est-ce que, Oui. avec votre expérience qui est assez grande, est-ce qu'il y a plus de difficultés pour certaines personnes à obtenir une prestation par rapport à une autre? Oui. Alors, la EEH, c'est pour l'éducation des enfants qui est donnée de 0 à 20 ans. Donc, ça permet de payer les frais liés au handicap des enfants dans leur éducation. Ça permet de financer, quand le parent ne va pas à l'école, ne reprend pas le travail et qui s'occupe de son enfant, ça vient compenser le salaire. Ça permet de financer les séances de psychothérapie, ça permet de financer l'ergo, ça permet de financer un tricycle. Voilà, ça permet de financer les frais liés au handicap. Quand l'enfant a passé ses 20 ans, ce n'est plus l'AEEH, ça devient la PCH, prestation de compensation du handicap. Il y a des exceptions qui font qu'on peut avoir la PCH quand on est enfant, mais quand on a vraiment un très lourd handicap. Sur ces deux prestations-là, le plus difficile, c'est quand on a une maladie rare invisible ou juste une maladie rare, parce que la MDPH ne sait pas ce que c'est, est-ce qu'il y en a trop. Par contre, donc on est en fauteuil, c'est facile de dire en fait je suis en fauteuil, du coup on a déjà une difficulté grave ou absolue à justifier, hyper simple. Si on est en fauteuil, on ne peut pas marcher, on peut difficilement se laver, hop, ça passe. Par contre, si tous les 19 activités que je vous ai montrées, vous les faites plus ou moins et que physiquement vous marchez, mais quand vous dites en fait je peux pas me laver, les MDPH ils vont vous regarder en disant quoi? Mais t'es debout, t'as tes bras et tu peux pas te laver. Bah non, parce que dès que je lève le bras, ça me demande un effort considérable comme si je courais un marathon. Donc là, il faut leur expliquer comment, en étant physiquement, visuellement ok, ça passe pas. Donc ça c'est le plus difficile, c'est quand il faut convaincre les MDPH que on ne voit pas réellement ce qu'on a comme problème. Et la plus grosse difficulté, c'est de faire la fatigue. Parce que la fatigue, c'est compliqué de mesurer la fatigue de quelqu'un. Donc c'est là où ça devient un peu difficile d'avoir des droits à la PCH. Et l'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé, c'est un revenu. C'est comme le RSA, c'est comme un salaire. C'est ce qui va permettre à la personne de payer son loyer, ses courses, etc. Oui. Oui, bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Ça a répondu à certaines de mes questions. Je reviendrai quand même sur la problématique. Bon, moi je suis très au fait de ce genre de choses, j'ai fait plein de dossiers, j'ai tout ce qu'il faut, voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, je me rends compte quand même que si vous n'êtes pas au minimum au courant, et si vous n'avez pas un minimum de motivation, etc., il y a beaucoup de personnes fragiles, que ce soit émotionnellement, mentalement, etc., qui n'ont pas l'idée de faire ces dossiers. Donc, c'est la problématique. Voilà. Et moi, je dis, nous, en tant qu'association, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement aider ces gens qui sont en situation de détresse, en fait, de pouvoir réunir toutes les bonnes pièces, etc. Je sais que personnellement, j'ai essayé de répondre à 2-3 questions dans la mesure du possible des gens que je connaissais de la FH, mais c'est très très dur, surtout en sachant que chaque département est très très spécifique. On peut avoir l'appartement d'à côté, comme vous le disiez tout à l'heure, des allocations, des aides, etc. Avec le département juste à côté, vous êtes juste de l'autre côté du département, vous n'avez rien. Et moi, je me demandais comment nous, en tant que bénévoles, est-ce qu'il y a un moyen de se former pour aider ces gens? Parce qu'en fait, moi, je pense que puisque l'État ne va plus vers les gens, c'est peut-être à nous, notre rôle à nous, en tant qu'association, d'aller vers eux. Alors, comment nous, on peut faire, en fait? Alors, moi, je pense que vous êtes mieux formé que moi à faire un dossier MDPH parce que vous êtes concerné et que quand vous voyez les questions, ça vous parle mieux qu'à moi. Il n'y a aucune mauvaise réponse dans le dossier MDPH. C'est un humain qui lui lit derrière. Vous pouvez écrire entre les lignes, mettre du fluo, des post-it, écrire merde, il n'y aura aucune conséquence, ça passera. Donc peu importe, je pense qu'en effet, la difficulté, c'est ce que vous avez dit au tout début, c'est la motivation, l'énergie à y aller et le fait de savoir aussi qu'il faut y aller. Donc pour moi, le plus important, c'est d'informer, c'est de se tenir à disposition, de dire, ben voilà, en fait, sur chaque département, peut-être que vous avez 2 personnes ressources qui peuvent vous aider à faire ce dossier MDPH, à le remplir et à ne rien oublier. Peut-être regarder le webinaire que j'ai fait qui est assez complet, on me fait des retours en me disant bon bah ok, franchement ça m'a vraiment aidé, mais c'est comme ça l'état social actif en fait, c'est tout ça, c'est 20 pages et quand on voit ça on se fait non mais c'est bon quoi, 20 pages, 1 an d'attente pour finalement rien me donner. Le parent, une fois qu'il a fait ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, la fois d'après il le fait plus et l'État a réussi son pari, c'est de l'économie. Aujourd'hui si on ouvrait les droits de tout le monde, il n'y aurait pas assez d'argent pour financer tout. Et il compte là-dessus.
C'est comme la CAF, si vous allez chercher votre prime d'activité, qui tous les 3 mois, vous devez faire votre déclaration de ressources pour demander 83 €, situation personnelle. Je ne le fais pas. En fait, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Donc en fait, c'est ça. Il compte sur la lourdeur administrative. C'est inconscient. Hein, c'est pas volontaire et c'est pas de la faute des gens qui travaillent. C'est inconscient pour les personnes qui travaillent à la MDPH. On est d'accord. Eux, quand on met en place la prime d'activité et qu'on donne une PCH, on se dit pas on va faire ça pour pas qu'ils la demandent. Mais c'est ce qui induit ce fonctionnement du système de l'État social actif qui se dit que maintenant, si on veut quelque chose, il faut se battre pour l'avoir. Et il faut se battre beaucoup parce que je peux vous dire, exactement. Cas personnel, pour aménagement de salle de bain, je me suis bagarré. Quand je dis bagarré, c'est plus de 12 mois, presque 18, pour avoir une PCH matérielle sur aménagement de salle de bain. Voilà. Oui, c'est pas très dernière petite chose, vous parliez de RQTH. Il faut savoir, parce que bon, moi j'ai la chance de pouvoir travailler dans l'administration, dans le cadre aussi, les RQTH sert aussi notamment au niveau de l'administration, au niveau des emplois des BOE, d'obligations à l'emploi, ce qui peut être utile aussi quand on a une RQTH. Il faut le savoir que les administrations ont des obligations d'aide à l'emploi dans ce qu'on appelle des BOE, et il faut vraiment faire jouer ce genre de choses. Et moi, c'est comme ça que je suis rentré dans l'administration de l'éducation nationale. Voilà, il faut le savoir. Merci. On va prendre 2 dernières questions parce que j'ai vu qu'il y avait Thomas et Norbert et ensuite on passera parce que le temps file. Bonjour. Bonjour et merci pour votre intervention. Juste sur un point donc, que vous avez dit et insisté, c'est bien devant la bouche le micro. Oui, ne pas hésiter à faire appel quand la décision n'est pas positive. Un exemple concret, par exemple, on m'avait refusé le renouvellement de l'invalidité à 80%, alors que la pathologie malheureusement évolue. On m'avait dit, c'est simple, on regarde par rapport aux critères d'âge. Vous aviez moins de 50 ans, bingo, on n'a même pas regardé votre dossier. J'ai fait appel, tribunal administratif, et donc là, au tribunal administratif, il ne faut pas hésiter de se faire accompagner. Donc par rapport à la question de Rémi, se rapprocher de l'association pour bien argumenter, bien cibler les points qu'il faudra dire. Donc il faut vraiment préparer cet argumentaire, c'est vraiment important. On peut se faire accompagner au tribunal administratif, on peut se faire accompagner par quelqu'un si on n'est pas à l'aise. Et je suis allé au tribunal administratif, j'avais bien sûr bien préparé l'argumentaire, les points comme vous disiez, l'impact sur le quotidien, montrer aussi la volonté de la personne de s'investir dans l'activité professionnelle active. Donc voilà, là aussi il faut montrer cet élan positif. Eh bien, le jury n'a pas du tout compris pourquoi on me l'avait refusé. Ils me l'ont mis à vie. Pour vous dire, il ne faut pas hésiter à faire appel. Et par contre, bien préparer l'argumentaire. Il faut précis, concis et taper fort. Tout à fait. D'ailleurs, ça me permet de rebondir. Quand vous avez des dossiers complexes à déposer, il faut savoir que dans toutes les commissions départementales qui vous donnent les droits, donc à la CDAPH, sont présents des représentants d'usagers et des représentants d'associations. Il y a généralement l'association APF France Handicap qui y siège. Toutes les personnes en situation de handicap ont accès à la délégation de l'APF France Handicap et peuvent demander à l'APF un soutien, voire leur dire « Est-ce que tu es présent à cette CDA parce que du coup, mon dossier il va passer, je sais qu'il est un peu complexe, j'ai peur qu'il ne me donne pas. Est-ce que vous pouvez y aller pour vous assurer que quand vous entendez mon nom, ça passe ?» Parce que quand il y a une association qui est présente et qu'entend un dossier qu'elle connaît et que le président valide des décisions inadaptées de l'équipe pluridisciplinaire, l'association peut dire « Non, non, moi je mets mon veto et attendez, on se penche sur la question et on voit vraiment ce qui se passe. » Donc ça vaut vraiment la peine d'être soutenu par sa propre association parce que c'est des représentants de votre maladie, donc ils ont cette connaissance, mais aussi localement par des associations. Je parle de APF France Handicap parce que c'est tous les handicaps, je pourrais vous orienter vers la DAPI, mais c'est pas très pertinent. Mais au niveau de APF France Handicap, vous allez avoir ils soutiennent tous les handicaps et ils ont une connaissance très fine du territoire et de la MDPH. Et je reviens aussi sur la question de l'équipe pluridisciplinaire et des médecins. Ils ne font pas preuve de mauvaise volonté en ne vous donnant pas les droits. C'est que vraiment, ils sont dans des situations aujourd'hui, ils n'arrivent plus à faire face à toutes les demandes et ils font avec leur connaissance et avec le temps qu'ils ont. Alors tout le monde n'est pas Norbert Ferré et sa capacité de plaidoyer à la fois pour les autres et pour lui-même. Parce qu'il est fort quand même, ce type. J'ai juste une question, c'est que peut-être aujourd'hui nos pathologies, principalement, alors ça dépend évidemment des âges, c'est que on est dans le intermittent du handicap. C'est-à-dire que parfois, on est pendant une semaine allongé, à ne pas pouvoir bouger, et puis le reste du temps, ça va plutôt bien. Mais sauf que ces intermittences-là ont un impact dans la vie quotidienne. Et ce que je trouve, c'est que le dossier de MDPH, pour l'avoir
rempli, au fond, caractérise très mal cette question de l'intermittence du handicap, qui revient, quand c'est un intermittent, comme les intermittents, c'est-à-dire qui revient régulièrement. Et donc, quel est votre... et donc, quand le dossier, au fond, le dossier, il donne une photographie, il vous demande de photographier un instant T, ce qui va assez bien. Donc, on a l'impression, si je mets le pire de mon jour, je mens. Ce n'est pas vrai. Non, mais oui, quoi. Non, mais c'est une réalité. Ce n'est pas vrai. Et donc, quand on a quelques scrupules, d'accord, tout le monde se marre. Alors, en fait, je veux dire, peut-être qu'on a